Et salut à tous les rouleurs, merci à tous de nous retrouver sur Roue Libre pour un nouveau débrief comme tous les soirs sur la chaîne Twitch à partir de 19h. Et on se retrouve après un sprint gagné encore par Jasper Philipsen, sa 3e victoire sur le Tour de France. On ne sait pas jusqu'où il va aller, mais en tout cas c'est une nouvelle victoire pour le Belge devant Mark Cavendish qui n'est pas passé loin du record. On va parler de tout ça. Comment ça va mon Robin ?
Ça va très bien. Petite étape un peu plus tranquille après 2 jours de folie quand même, il faut dire. Ouais, c'est vrai. Et puis après des émissions un petit peu délocalisées. On avait eu l'émission d'hier Complètement chez toi. Celle d'il y a 2 jours, j'étais arrivé en retard, Polo était dans la voiture. Là, ça y est, on est un peu plus, de retour dans des conditions normales. On est un peu plus tranquille, effectivement. J'ai un nouveau micro, j'ai un nouveau casque. Je vous entends de manière incroyable. J'ai l'impression d'être vraiment à la radio. Donc Dans mon j'espère équipe qu'au moins maintenant, dans vous, mon équipe, micro sur pied, quoi. ouais, 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 là, je suis clairement dans ta team pour, j'espère, le plus grand bonheur des rouleurs. Donc, bah, comment ça va, les amis? L'émission d'hier est pas sortie en podcast, la loose. Ouais, on est désolé, Joey. Alors, pour rien cacher, ce savoir-faire est l'œuvre de Polo qui, en fait, n'avait pas la connexion depuis où il était hier. Il y a beaucoup de zones blanches en France, comme vous le savez, et malheureusement, techniquement, eh ben, c'était pas possible. Donc, Est-ce que ça c'est va revenir techniquement ou très est-ce que rapidement. c'est la connexion qui a manqué C'est un peu techniquement ou des est-ce que 2. c'est Alors l'état je de pense que c'est un peu des 2. On va pas se mentir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très dur de le joindre parce que véritablement la connexion est compliquée. Mais c'est, disponible en tout cas sur YouTube quand même en replay, c'est disponible sur Twitch en replay. Donc voilà, les podcasts sont arrivés dernièrement, mais c'est vrai que celle d'hier, elle manque, mais elle est quand même disponible sur YouTube si vous voulez aller la chercher, donc c'est déjà pas mal. Merci pour le sub Rekwan, ouais, vraiment merci beaucoup Tof, tu as raison, de le souligner. Un bon investissement, Joseph. On t'entend super bien, ta voix suave. Ouais, j'ai vraiment envie de vous faire une petite voix comme ça, les amis. On va On est parler de à la 2 victoire doigts de du live ASMR. Philipsen. Ah, ouais, pas loin. Non, non, jamais de la vie. Moi, la SMR, alors plus jamais, jamais, Robin. Je sais que C'est un toi, peu tu là. écoutes ça, mais alors, moi, le jour où j'écoute ça, je peux te dire que J'en c'est j'en vraiment que écoute plus parce que j'ai plus le temps, j'ai j'aurais plus le été temps, mais condamné. fut un temps, c'est vrai que j'ai été client, mais après pas tout, hein. Il y a des trucs très différents dans la l'ASMR. Les bruits de bouche, moi, par exemple, ça a jamais été trop mon truc, Ah mais non, je sais ah, qu'il y tu en a fais des bruits de qui aiment bien. bouche, je te tape, je te vire du cadre. Donc, on va parler de la victoire de Jasper Philipsen, de ce sprint qui, en fait, à l'image des derniers sprints du Tour, a été quand même bien bordélique. On va essayer de se poser la question pourquoi. Cavendish qui passe vraiment pas loin du record. Demain, c'est encore un sprint. Sans doute, on va voir peut-être, mais il peut y avoir aussi des punchers qui l'attendent. On va regarder le profil. Bon, c'est quand même peu probable, mais on va se poser la question. Moi, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et on terminera par la rétro et le qui suis-je. Sur quoi tu fais ta rétro aujourd'hui, mon Robin? On va parler de Roger Rivière qui, a gagné pour, la dernière fois sur le Tour de France sur une étape qui partait de Mont-de-Marsan et c'était quelques jours avant son abandon tragique dans la descente du Père Juré, donc on parlera un peu de tout ça tout à l'heure. Un sacré personnage, Roger Rivière. Ouais, ouais, trop cool, trop cool. Et on terminera donc évidemment par un qui suis-je qui a été préparé parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui on a eu plutôt le temps de faire tout ça devant la télé tranquillement. Peut-être qu'il y en a certains qui ont piqué un petit somme, hein, ni vu ni connu, se réveillant avec Pierre Latour et Nance Peters devant, ne rien comprendre à l'étape. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez vu Jasper Philipsen s'imposer. Et donc, effectivement, Jasper Philipsen, on va regarder ce classement finale du jour pour voir que Jasper Philipsen s'impose devant Mark Cavendish. Binyam Girmay qui va chercher une belle place, troisième. Luca Mozzato aussi quatrième. Dylan Groenewegen devant Jordi Meus. Phil Baos septième. Brian Cocard il fait 8. Alexander Christophe juste devant Mats Pedersen. Et ensuite, c'est un peu ceux qui sont les poissons pilotes. Mathis Louvel, Mike Tennyson, Sam Weshford quand même qui a du mal à se faire sa place. Il est 13e. Il y a quelques noms. Alors, Peter Sagan aussi, qui est 17e, je dois quand même le dire, parce que apparemment, chez la Total, on empêche certains d'aller dans les échappées pour permettre à Sagan de faire les sprints. Mais voilà, il fait 17e. Et Caleb Ewan n'apparaît pas dans ce classement parce qu'il était présent dans l'emballage final, mais finalement, il n'a pas pu y prendre part. On va regarder tout ça. Robin, du coup, victoire de Jasper Philipsen, la troisième. Sur les deux premières victoires, il y avait un énorme travail de Mathieu Van Der Poel qui a été fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu tires la même conclusion? Est-ce que Mathieu Van Der Poel a vraiment donné cette victoire à Philipsen sur un plateau ou un peu moins que ces derniers jours? Bah, il a fait encore un gros boulot. Après, c'était peut-être moins impressionnant que ce qu'il a fait à Nogaro, où il était sorti du pack vraiment de manière brutale, quoi. Ça s'était fait en une seconde. On était sorti directement d'un groupe de 15-20 à Van Der Poel en tête. Là, c'était un peu plus fluide parce qu'en fait, Alpecin était devant depuis déjà quelques hectomètres et Van Der Poel, il a pris la suite de son équipe, mais c'est pas lui qui a dû faire la place, disons.
En revanche, on peut dire encore une fois que Philipsen, il a été parfaitement emmené, ça c'est vrai. C'est le sprinter dominant et on sait que dans le Tour de France, plus les jours passent, plus le train, qui marche le mieux et là, pour le coup, c'est évident, on a un sprinter qui avait gagné déjà les 2 premières étapes. Et ben, en fait, le train qui domine prend de plus en plus de place. On a tendance peut-être à lui laisser un peu plus aussi la place, à moins aller frotter avec ce train-là et pour Alpecin, j'ai envie de dire, plus il gagne, plus c'est facile, en fait. Et les autres, petit à petit, pas se résignent, mais savent aussi qu'ils sont moins costauds. On a eu Jayco qui a essayé de placer un peu Groenewegen. On a eu Trek qui à un moment est venu faire presque jeu égal avec Alpecin et même passé devant à un moment. Mais sinon, c'est tout. Tu vois que les autres équipes, il n'y a déjà plus vraiment de train. Et au mieux, les mecs ont un coureur pour les aider. Voilà, chez Bora, on avait un coureur pour emmener Meus. Chez Lotto, il y avait un moment quelqu'un pour emmener Ewan. Girmay, c'est pareil. À un moment, il a eu un coéquipier. Chez Uno X, c'était deux. Chez Arkea aussi. Mais ils sont rarement plus de deux, en fait. Alors que chez Alpecin, eh ben, on est encore quatre à faire ce train-là. Et du coup, bah, ça décolle parfaitement, quoi. Ouais. Et du coup, Philips, alors on parle beaucoup du record de Cavendish, on va en parler, mais Philipsen, au final, il confirme. Et je voulais, on voulait regarder un peu, parce que ça fait 3 victoires sur un même tour là. On voulait vous montrer le record de victoires sur un seul et même Tour de France. Donc là, pour le moment, il est à 3. Il y a. On a regardé Robin, en gros, il peut encore, alors dans le meilleur des mondes, mais ça peut être un rêve aussi, aller chercher 8 victoires sur un tour parce qu'il reste, en gros, tu me confirmes ça, si je me souviens bien, on a regardé avant le live, il y a 5 victoires potentielles en fait. Ouais, alors 5 victoires potentielles, c'est en étant très optimiste parce que Bien c'est sûr. le nombre d'étapes, c'est le nombre d'étapes où au matin, il ne sera pas complètement exclu des pronostics. Voilà. Voilà. 5, c'est ça. Après, je pense que pour avoir Et les il y a 5, A8, il y a Merckx, il y a Mertens et il y a Pélissier. ouais, je pense que si on est un poil plus raisonnable quand même, il y a surtout 3 étapes qui conviennent très bien à Jasper Philipsen. C'est celle de Bourg-en-Bresse, de Moulins, je crois, et des Champs-Élysées, Mm. évidemment. Et après, celles de Limoges et de Poligny sont plus compliquées quand même. Alors, c'est pas dit qu'il en gagne pas une, voire peut-être même les deux s'il est exceptionnellement fort, mais déjà, il va falloir que ces étapes-là arrivent au sprint, ce qui n'est pas dit. C'est Et vrai. ensuite, il faudra qu'il les gagne. Donc, ça fait quand même beaucoup d'incertitudes. Mais oui, potentiellement, il peut faire un gros carton sur ce tour. Moi, 8, j'y crois pas du tout. En revanche, 5, voire 6, là, pourquoi pas? Parce qu'en fait, sur les sprints classiques, j'ai du mal à voir qui va le battre. Et ça nécessitera que Alpecin se donne à fond pour lui, c'est-à-dire sur certaines étapes, peut-être notamment en troisième semaine où on va avoir des échappés qui auront de plus en plus envie d'aller à l'avant. Il faudra être capable de maîtriser ses échappées. Mais si c'est le cas, si Alpecin fait le boulot pour lui à fond tous les jours, bah, quand ça arrivera au sprint, je vois personne Mm. le battre. Voilà, et après, s'il en prend au moins 3, ce sera déjà pas mal parce qu'il reviendra à la hauteur notamment d'un Mark Cavendish qui, en 2009, avait chopé 6 victoires de suite. Et dans les dernières années, en fait, depuis très longtemps, il n'y avait pas eu une telle performance. Donc, aller déjà en chercher 3 de plus, ce serait déjà Ouais, super de la part de clairement. Jasper Philipsen. Clairement, le Euh, Cavendish qui va chercher 6 étapes, il était monstrueux et tu vois bien qu'aller chercher 7 ou 8 étapes, mm, en fait, c'était à une autre époque. Donc, ce serait pas déconnant qu'il n'y arrive pas, justement. Et puis, c'était des profils aussi différents. Quand tu vois Bartali, Hinault, Merckx, c'était des coureurs qui jouaient le classement général. Martens, c'était beaucoup plus qu'un sprinter. ouais. Et Pélissier, pareil, c'était plutôt un coureur qui jouait le général. Donc, en fait, c'était vraiment des époques très différentes où les joueurs, j'allais dire, les coureurs qui jouaient les toutes premières places étaient tellement polyvalents et tellement dominateurs qu'ils pouvaient aller chercher 7 ou 8 étapes. Mm. Il y a Cavendish du coup qui fait deuxième de l'étape. On va regarder un peu comment ça s'est passé parce qu'à 550 mètres de l'arrivée, Cavendish, il est à la 17e position. Il est très loin, on le voit dans la roue de Phil Baos, en bas à droite. Et en fait, il va faire un vrai choix très, très offensif. Et il va remonter, on va le voir sur la slide suivante, il va remonter. Et en fait, dans l'emballage final, bah, il est en tête. Et on voit du coup Jasper Philipsen sortir de la roue de Van Der Poel pour finalement aller chercher celle de Cavendish et profiter de son élan pour terminer. Il est vraiment, vraiment pas passé loin. Robin, je le sais que tu t'es levé et que tu as sûrement crié parce que Ouais. Cavendish, on le rappelle, peut aller chercher le record de victoire sur le Tour de France. Ouais, il le co-détient actuellement avec Merckx à 34, mais oui, il est en quête de la 35e et c'est sa dernière saison, on le sait, il prendra sa retraite à la fin de l'année, donc on sait que c'est maintenant ou jamais. S'il doit aller en chercher une dernière, une 35e, c'est maintenant.
Tadej Pogacar a rigolé hier, il a gagné sa 10e étape sur le Tour de France et il a dit « Je viens de chercher Marc ». La vérité, c'est que ça se trouve, Pogacar est capable d'aller chercher 20 voire 30 victoires sur le Tour de France au fil des années. Mais là, C'est ouais, vrai. pour Cavendish, j'y ai cru. En fait, ce qui était fou en plus, c'est qu'on ne savait pas vraiment où était la ligne. Quand on voit Cavendish passer, déjà, il passe en survitesse par rapport à tout le monde. Donc, il prend quelques longueurs d'avance tout de suite. Et on ne sait pas combien de temps il reste. Et je me dis, vas-y, va la chercher. Et en fait, quand Philipsen déclenche, il est très rapide, il fait un sprint assez court, Philipsen, mais il reprend quand même Mark Cavendish qui regarde et qui voit passer Philipsen. J'ai même cru un moment, je me suis dit, ah non, mais en fait, il est parti beaucoup trop tôt et il va se faire doubler par 4-5 mecs. Et Après, il est finalement, non, parti trop tôt, il il y le a que reconnaît, Philipsen. il le reconnaît lui-même hein, en post-interview. Il dit Ouais. Je suis peut-être parti un peu tôt. Voilà, il était vraiment, vraiment déçu. Il y croit, en tout cas, il a montré qu'il avait les jambes. Après, bon, Il a expliqué Philipsen. qu'il avait eu un problème aussi. Hein. Ouais, alors, moi j'ai écouté, en fait, j'ai l'impression qu'il dit j'ai hésité entre deux dents, justement, et après, peut-être que c'était une mauvaise traduction et que c'était effectivement que sa chaîne sautait entre deux dents, donc J'avoue que je l'ai pas il vu avait en un direct, problème, j'ai vu que les apparemment. retranscriptions déjà en français qu'il y avait. Bon, en tout cas, il a un problème mécanique et Rekwan le note dans le chat. Et je pense que c'est la réalité. Et effectivement, peut-être hors satellite, on le voit à l'image. Mais pour moi, c'est pas tout à fait clair, mais c'est ce qui paraît être en tout cas la vérité, mais avec un saut de chaîne et être capable d'aller comme ça faire la guerre à Jasper Philipsen. Et Jasper Philipsen, en plus, pour aller la chercher, celle-là, déjà, il a profité d'un bon train, mais aussi, il est autoritaire. Philipsen, on l'a vu prendre la roue de Cavendish dans le final et mettre notamment un petit une petite feinte de taquet et de queue de poisson à Girmay. Girmay qui a quand même donné un bon coup de guidon pour l'éviter. Ça l'a un peu arrêté, Girmay. Après la course, il y a Alexandre Vinokourov, donc le manager de Astana, donc de Cavendish, qui est allé au camion UCI pour faire réclamation. Alors en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il veut pour Cavendish? Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est allé faire réclamation en disant Philipsen, il a gêné Girmay, il mérite d'être déclassé, donc il doit y avoir victoire C'est pour ça. Cavendish. Ouais, Bon, c'est pas très honorable de sa part, mais après, c'est pas pour ça qu'on le connaît réellement. Mais Philipsen ne mérite pas d'être déclassé, je pense. Mais en tout cas, il se fait sa place. Hein. Ouais, bon, déjà, j'avais pas envie qu'on ait une 35e victoire de Cavendish sur le Tour de France sur un déclassement. Sur un Heu, déclassement, c'est vrai. je pense qu'on a tous envie, tous ceux qui espèrent en tout cas une victoire de Cavendish, parce que peut-être que certains n'ont pas envie que ça arrive, mais ceux qui espèrent ça, on a envie que ça soit bien propre et que Cavendish puisse lever les bras et kiffer cette victoire. Mais c'est vrai que Philipsen, ça fait 3 sprints qu'il gagne, mais 3 sprints où il y a un peu débat. La première fois, c'était parce qu'il avait un petit peu tassé potentiellement Wout van Aert. Il s'en était sorti parce qu'il y avait le virage et on s'était dit, en fait, il n'a pas le choix à cause du virage. Il tire pour aller au plus court finalement vers la ligne d'arrivée et mécaniquement, pardon, Van Aert se retrouve un peu bloqué. Ensuite, le deuxième jour, c'était au Van Der Poel qui avait fait un gros raffut sur Girmay déjà d'ailleurs pour faire la place et emmener Philipsen. Et d'ailleurs, Van Der Poel avait été déclassé. Et là, troisième fois, je sais pas, tu es en train de montrer les images. On voit bien que quand il est derrière Van Der Poel, ils sont à droite de la route. Van Der Poel, il va aller jusqu'à la gauche, quasiment coller les barrières pour lancer le sprint de Philipsen. Philipsen, il va donc lancer complètement de la gauche. Et il va aller jusque complètement à droite pour prendre la route Cavendish. On le voit sur la photo que tu es en train de montrer. Et ensuite, de derrière Cavendish, il va se décaler sur la gauche une nouvelle fois Ouais. pour passer devant et finir à peu près plein centre. Honnêtement, ça fait entre Van Der Poel et Philipsen, le train Alpecin, il a fait droite, gauche, droite, centre. Ça fait quand même beaucoup. Il fait sa place. J'ai balancé un sondage comme ça. Philipsen était un sprinter propre, donc par propre, on se comprend. Hein. C'est un sprinter dans les règles de l'art. Pour le moment, vous êtes en train de dire oui à 70%, mais c'est une vraie question. Pour le moment, pour moi, Philipsen, il fait rien de totalement répréhensible, mais il est à l'extrême limite. Est-ce que c'est pas là aussi que se trouve la réalité d'un excellent sprinter qui se fait aussi effectivement sa place parce qu'il continue à en gagner, qu'il a confiance, que les autres doutent un tout petit peu et qu'ils ont peut-être un peu peur. Je ne sais pas, mais la réalité, c'est que Philipsen, pour le moment, il fait tomber personne. Alors, il est à l'extrême limite. Voilà, il est virulent.
Voilà, mais est-ce que c'est pas ça aussi les sprinters, hein? Pour le moment, son train aussi n'est pas très propre, mais ils font un sale boulot pour les autres. On rappelle que Van Der Poel a été déclassé sur le dernier sprint justement parce qu'il se fait sa place. Mais voilà, je vous pose la question, Philipsen est-il un sprinter propre? Et pour le moment, vous êtes en train de mettre oui à 60% quand même. Après, reste à savoir, est-ce que quand on est sprinter, on ne doit pas aussi savoir faire ces petits moves-là, Robin? Ouais, après, de temps en temps, ça me gêne pas trop. Ouais, Mais s'il le fait à chaque sprint, si son c'est plus équipe, on gênant. peut toujours pointer du doigt un petit truc, c'est un petit peu plus embêtant et tu dis pour l'instant il a fait tomber personne. L'idée c'est peut-être justement de pas attendre qu'il fasse tomber quelqu'un pour lui mettre un rappel et lui faire comprendre que, il peut pas non plus faire tout ce qu'il veut. Donc, voilà, il est très dominant sur ce Tour de France, on l'avait vu venir, il le confirme, c'est très bien pour lui. En Mm. revanche, il faut faire attention, sur la première étape, que ce soit particulièrement nerveux et pas très propre, on peut le comprendre. Là, maintenant, il s'agirait de faire en sorte de pas, créer une polémique à chaque sprint, quoi. Ouais, c'est clair. Après, c'est le bordel sur absolument tous les sprints depuis le début du Tour de France. Alors, je ne sais pas sur quoi on peut mettre ça. Ça peut être parce qu'en fait, il y a un mec qui est au-dessus et il y a une dizaine de mecs qui peuvent aller chercher une deuxième place et espérer toucher le roi Philipsen sur ce Tour de France. Mais du coup, les trains ont beaucoup, beaucoup de mal à se mettre en place, d'autant plus aujourd'hui parce que hier, j'ai dit n'importe quoi en disant qu'à Bordeaux, il y aurait une belle ligne droite. Dans la préparation, j'ai vu ça en fait en début aujourd'hui, une belle vidéo montrant l'approche, les 3 derniers kilomètres. Mais en fait, ça a été une catastrophe. Les routes étaient très étroites. Il y avait du mobilier urbain qui était relativement dangereux. Donc, j'ai senti aussi que les trains étaient un peu hésitants de temps en temps. En tout cas, à Bordeaux, on n'y est pas allé depuis un moment. Ça a bien changé. Après, bon, voilà, c'est pas une ville qui est faite totalement pour une arrivée du Tour de France, surtout en centre-ville. Mais j'ai senti une route très étroite qui permettait pas nécessairement une mise en place propre du sprint. Mais voilà, c'était très éclaté. Il y a Ewan notamment qui a joué des épaules, qui a perdu. Du coup, il n'est pas dans le sprint. Groenewegen aussi a été hyper virulent. Il a mis un beau coup d'épaule aussi. Je ne sais plus sur qui c'était. Mais il y a eu pas mal quand même de remue-ménage dans la prépa du sprint, Robin. Comment t'expliques que c'est quand même le bordel cette année? Et j'ai l'impression un peu plus que d'habitude. Bah, là, déjà, les routes étaient assez étroites, j'ai l'impression quand même dans le final, et je sais pas, je saurais pas trop expliquer. Après, on peut se dire qu'il y a de plus en plus de sprinteurs, qu'aujourd'hui, quasiment toutes les équipes ont des sprinteurs, donc finalement, ça accentue, le nombre d'équipes qui, dans le final, veulent placer des mecs. Moi, j'ai trouvé qu'aujourd'hui, ça allait encore. Évidemment, il y avait un potentiel danger parce que c'était pas très large, mais j'ai trouvé que c'était correct. À part le move d'Alpecin, j'ai trouvé que le reste, alors peut-être que j'ai mal regardé, je me suis refait le dernier kilomètre plusieurs fois quand même. J'ai pas trouvé qu'il y avait de mouvements trop illicites. Ça frottait, mais comme ça frotte souvent. Après, il n'y a Le pas de seul chute, hein, donc c'est peut-être un révélateur. En fait, je vois des gars mettre des coups d'épaule et tout. J'en vois peut-être plus parce qu'il y a plus de prétendants. Ça, c'est une assurance. Il y a plus de prétendants au podium. Donc, il y a plus de mecs qui cherchent à prendre des roues. Ils perdent beaucoup les roues les uns les autres. On a vu Cocard qui a perdu la roue de Renard. On a vu Groenewegen qui, à la fin, perd la roue de Mesgetch, mais qui la garde quand même un bon petit moment. Effectivement, c'est sur Jordi Meus. Meus, il perd la bagarre, hein, très, très clairement. Il perd la bagarre et il essayait de garder la roue, mais il a pas réussi. Ewan Mais aussi voilà, s'est fait un peu enfermer qui et ça? j'ai été surpris parce que Ewan, Ewan, heu, ouais, ouais, il il finit disparaît à un 45e, moment. hein, pas bravo pour la fantaisie. Hein. Ah Il oui, m'a c'est fait vrai, mal. merde, je l'avais mis aussi. Ah ouais, bah ouais, mon Robin, et ouais, on a tous les demi Ewan. Ah, j'avais oublié. Ouais, Je l'avais mis dans le J2 sur Winamax, je l'avais mis dans la fantasy, je l'avais mis partout. Il m'a termine fumé. 45e le Moret. Pas Exactement. cool. Ah non, non, c'est pas cool, c'est pas cool. Donc voilà, et puis après, il y en a d'autres qui sont quand même un peu décevants. Je pense à Jacobsen, notamment. Et là, je sais pas, mais c'est peut-être plus son train. Alors, à revoir, on n'a pas des caméras parfaites sur Jacobsen, mais la réalité, c'est qu'il est encore pas présent. J'ai regardé Groenewegen son sprint. aussi. Alors, dis-moi en plus parce que moi je comprends pas. J'ai l'impression que est-ce que Morkov a plus de mal à se faire de la place? Est-ce que Sénéchal, son absence est importante? Dis-moi tout. Pour moi, Jacobsen, il veut pas frotter aujourd'hui. Je sais pas si c'est la chute d'il y a quelques jours à Nogaro. Je sais pas si c'est la souffrance dans les Pyrénées, le fait qu'il a pas de jus, mais aujourd'hui, il y est pas, il veut pas, il frotte pas en tout cas.
Il est pas dans le... En fait, il est toujours dans... Il y a un pack, on va dire, de 15-20 mecs, et il est toujours quasiment le dernier Ouais. de ce groupe-là, avec mais même une marge, des fois, il n'est pas dans la roue, il colle aucune roue, il est à 1 mètre, quoi. Et tout le long du dernier kilomètre, même du kilomètre 5, c'est ça. Alors, il y a un moment où il est un peu au milieu et il se retrouve un peu par miracle correctement placé. Et ensuite, il recule et il reste toujours derrière. Et À il essaye jamais 550 de se mètres de placer. l'arrivée, là, je mets l'image. Il est dans la roue de Cavendish. Il aurait pu la chercher. Mais en fait, le move que fait Cavendish, lui, il n'ose pas le faire. Ouais, là, tu vois, Il est déjà, tout en OK, bas à il est dans droite. la route Cavendish, mais il est loin quand même, hein. Ouais, Si il est tu loin, comptes, il bien y a sûr, parce 3, que 4, Cavendish 5, est 6, 7, 17e, on 8, le 9, rappelle. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mecs devant lui. Ouais. Et oui, il le fait pas, il ne force pas après ça, après cette image-là. Il y a aucun moment où il va un peu forcer pour essayer de remonter, C'est ça. justement. Et tu le vois bien parce que si vous regardez le sprint, il y a son casque Specialized qui est assez visible, ou alors son maillot. Et en fait, on voit son casque au loin souvent, toujours derrière les autres. Toujours, tu as l'impression qu'il ne cherche pas l'ouverture même quand elle existe. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas l'envie, Mmh. peut-être la peur, Peut-être, peut-être peut-être. pas de jus, je sais pas exactement. Mais en tout cas, il a pas frotté, il a pas tenté de faire ce sprint. Ouais, c'est vrai. Et après, il y a Welchford aussi. Bon, là, c'est un mec quand même qui, quand tu vois Baos aller chercher des places d'honneur, et Girmay aussi, tu te dis qu'il peut faire un peu mieux. Belle journée, en tout cas, pour Girmay. Il va chercher le sprint intermédiaire. Il était mieux aujourd'hui, Girmay, parce qu'il finit deuxième. Premier Donc, podium sur le tour. ouais, c'est mieux. C'est sa meilleure place. Donc, c'est pas mal sur un Ouais, sprint. franchement, c'est un bon sprint. Et tu vois, il y a quelques surprises quand même dans ce sprint. Tu as aussi, déjà, il y a Cavendish qu'on attendait peut-être Fini pas 2. troisième, d'ailleurs, je dis deuxième. Ouais, il y a Mozzato qui fait 4. Il y a Kokar qui fait encore un bon sprint qui fait 8. Christophe qui fait 9, premier top 10 de ce tour. Pedersen aussi 10. Et j'ai l'impression quand même que certains, ça se voit, ont plutôt bien passé la montagne, tu vois. Surtout Girmay et Mozzato, j'ai envie de te dire, qui font 3 et 4. C'est clairement pas les places où ils étaient les 2 premiers sprints. Sans doute qu'ils ont moins été entamés par la montagne que Mm. d'autres et qu'aujourd'hui, ils avaient un peu plus de fraîcheur. Mozzato, quatrième, c'est peut-être même sa meilleure perf Ouais, ouais, c'est sa meilleure sur le perf. Tour de France, hein. Ça Mais l'est, même ça pas que l'est. cette année. Ouais. Non, non, ça l'est, ça l'est. Et par contre, il y en a un autre aussi, on termine là-dessus, mais Mats Pedersen, euh, ça va pas, quoi. Ça Alors va qu'il a été pas. remplacé parfaitement Alors au qu'il moment. était hyper bien placé. Ouais. Hyper bien placé dans l'emballage final, il se fait pas sa place et c'est vraiment une question de puissance là, hein. C'est très clairement, c'est les jambes qu'on parlait. Il termine à la 10e place. Ouais, alors, c'est un des, pour moi, vraiment un des plus décevants, voire peut-être le plus décevant, puisque Jacobsen a des expériences douloureuses avec les chutes, etc. Mats Pedersen, sincèrement, il m'a montré un peu mieux. Là, il termine loin, il termine derrière un Christophe qui, bon, lui, de toute manière, Christophe, il attend les champs pour aller chercher un podium. Mais Ouais, ouais, il se Christophe, traîne il un peu brille depuis le souvent sur début. les Je suis assez Champs-Élysées. d'accord avec vous. C'est un peu peut-être cramé aussi depuis le Giro, ou ouais, c'est vrai, je sais pas. Mais on suivra ça en tout cas pour Mats Bah, Pedersen. moi, ma grosse déception, Joseph, c'est Sam Welsford, qu'on a vu encore se faire remonter un moment par la DSM et lancer le sprint, mais c'était n'importe quoi, hein. Il sprintait à côté de Van Der Poel, c'était encore les poissons pilotes et lui, il était à bloc. Il lance, je sais pas, il doit y rester 300, 350 mètres. Donc évidemment, après, il se rassoit et il peut plus y aller. Et Là, on ouais, le voit, grosse il est en plein déception parce milieu, il est juste en haut à droite de Groenewegen. Ouais, et on l'annonçait à un moment comme un des sprinteurs qui sur ce tour pouvait se révéler un peu, aller claquer au moins des top 5 de temps en temps et peut-être même un podium. Bon, on en a un autre, tu vois, c'est Jordi Meus, mais qui lui a fait 7e, l'a fait 6e. C'est pas top, c'est pas. On pouvait espérer qu'il soit un peu mieux certains jours, Jordi Meus, Mhm. mais ça va, c'est pas cata. En revanche, Samuel Sford, alors ok, il découvre le Tour de France, il connaissait pas, d'accord, mais il a quand même 3 coureurs qui sont là que pour lui dans cette équipe DSM. Et je crois que pour l'instant, il fait pas mieux que 13e. Donc, il fait 13 aujourd'hui. Je suis en train de regarder ses autres places, les autres jours au sprint. Il a fait 21 à Nogaro et 13 à Bayonne. Voilà, donc pas dingue du tout, quoi. Ouais, non, non, c'est clair, c'est pas dingue, c'est pas dingue. Mention à Simon Guglielmi qui est parti seul. Et je dis mention, mais on va dans la preview de demain un peu causer des échappées. Ça va être intéressant. Je vais vous poser la question un peu si oui ou non vous trouvez ça normal qu'il y a un Arkea qui se retrouve encore seul à l'avant. Sur la fantasy Discord, du coup, je fais un point. Polo, Polo a oublié de
On peut Non! mettre si, si, bah, si. À Apollo, mariage, il a profité, hein, il a posé le cerveau, il s'est un peu fait kiffer, mais du coup, il a niqué sa fantaisie. Donc il va devoir faire il va devoir faire des belles places. Bon, on a mis tous les 2 Caleb Ewan, qui termine 45e, donc voilà, on est vraiment dans le ventre mou du classement. Le classement d'hier, c'était Sébastien qui était premier, Bliss qui était deuxième, Gros Braquet qui était troisième. Alors Seb, malheureusement, lui aussi a mis Ewan, donc il se retrouve 41e. Ça, c'est un joli tir. En fait, il a fait comme Ewan, tout simplement. Il a pris un joli tir. Et Bliss, qui était deuxième, devient premier, parce que Bliss, t'avais mis Baos, donc félicitations. Et Gros Braquet, t'avais mis Cocard, donc tu te retrouves quatrième désormais. Et donc le nouveau podium, c'est Bliss 08 avec 42 points, Clément qui est deuxième avec 43 points, et Ragnar du 75 qui est troisième avec 44 points. Donc voilà pour la fantasy Discord. Sur les classements annexes, ça bouge pas. Il y a Jonas Vingard qui est maillot jaune, maillot blanc, Tadej Pogacar, maillot vert, Jasper Philipsen, il fait vraiment le trou. Et Nelson Poles, maillot à pois. Et Nelson Poles, il peut être un peu tranquille en fait, parce que déjà, en tout cas pour demain, parce qu'on va regarder du coup l'étape de demain pour voir que c'est la 8e étape. Donc, ah non, mais j'ai pas changé le truc. Je vais aller le changer. Mais en tout cas, on va du côté de Limoges. Et Robin, il y a quelques petites difficultés, mais rien de bien foufou. Je vais l'afficher du côté de Limoges, et ça part de Libourne. Et tac, tac, tac. Hop, C'est quand même un peu dur, hein. terminé. Alors, il y a un peu plus de dénivelé qu'aujourd'hui, ça c'est clair. Mais est-ce que, selon vous, du coup, je vais balancer un sondage, et Robin, du coup, je vais te poser la question. Est-ce que, selon toi, c'est les purs sprinters, ou est-ce que c'est des sprinters qui passent bien les bosses? Parce qu'il y a cette côte de Condat-sur-Vienne que j'ai mis en bas à droite, du coup, qui est à quelques kilomètres de l'arrivée. Non, pour moi, on va pas retrouver exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Je pense qu'on n'aura pas de Mark Cavendish dans le sprint de demain, qu'on n'aura pas de Dylan Groenewegen, et Jasper Philipsen, c'est un peu la question. Je pense qu'on aura Girmay, je pense qu'on aura Brian Cocard. On a au-delà de la difficulté que tu nous montres, la dernière côte qui est intéressante, il y a d'autres difficultés qui ne sont pas répertoriées en fait. Donc, bon, évidemment, on le voit, les pourcentages, c'est pas du 10%, c'est pas la côte de Piquet. Mais je pense quand même que ça va faire un peu le tri, les 50 derniers kilomètres, 60 même des derniers kilomètres de cette étape, à partir de la première difficulté répertoriée, en fait, ça va être un peu compliqué. Et il y a certaines équipes qui ont tout intérêt aussi à essayer de faire sauter Jasper Philipsen, il faut se dire la vérité. Quand tu vois que tu es dominé sur les sprints depuis le début, et que Philipsen ne laisse rien et Alpecin ne laisse rien sur ces étapes-là, tu te dis peut-être qu'il faut durcir et faire sauter Philipsen. Alors, c'est pas évident parce que finalement, c'est quand même un sprinter qui passe correctement certaines bosses, mais je pense qu'il passe moins bien que Cocard, qui Mhm. passe moins bien que Girmay, qui passe peut-être moins bien aussi que Ewan, que Pedersen éventuellement. Et donc, j'aimerais voir ces équipes-là en train de durcir la course dans les 50-60 derniers kilomètres pour essayer de faire sauter Jumbo Visma aussi, évidemment, si on se dit qu'on va jouer l'étape peut-être pour Wout Van Aert, voire même pour la porte, si Van Aert a envie de faire une deuxième journée tranquille sans aller se bagarrer pour l'étape. Voilà, c'est des équipes qui ont une possibilité d'aller gagner. Alors, Jumbo, on va dire, ils sont pas à ça près. Ils vont sans doute gagner d'autres étapes dans le tour, même si jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore gagné. En revanche, une équipe comme Trek, une équipe comme Intermarché pour Girmay, ou qui est-ce que j'avais cité d'autre, ou Cofidis évidemment pour Brian Cocard, même si Cofidis a déjà gagné. Bon, bah, une victoire d'étape, c'est très important pour eux. Donc j'espère voir ces équipes-là au moins tenter le coup. Ouais, en tout cas, j'ai mis un sondage qui pour demain avec Philipsen, Guillermay, Cave, Cocard et autres. Alors évidemment, étant donné que ça éclate un peu les, euh, les propositions, autres est en train de gagner avec 56% quand même, mais Cocard est favori comparé à Cavendish, Guillermay, Philipsen. Donc vous avez quand même un grand espoir en Cocard, et c'est pas peut-être pour n'importe quelle raison, parce qu'en fait, Cocard, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Limoges, il connaît malheureusement, parce qu'il y a 7 ans, en fait, il a été passé tout proche d'une victoire sur le Tour de France. Il avait été battu pour 28 millimètres par Marcel Kittel. Donc, c'est un endroit qu'il connaît. Tout le monde lui en parle, hein. Donc, demain, il va Ah, tu vraiment m'étonnes. tenter, évidemment, d'aller
d'aller la chercher, mais ça va être dans sa tête et surtout ça va potentiellement. Alors, il sera revanchard, mais ça va lui aussi apporter un espoir en se disant qu'il est capable de gagner là-bas, qu'il connaît un peu la zone et ça prouve aussi. Alors, c'est plus le même Ryan Coquart, c'était il y a 7 ans, il était chez Direct Energy et c'était pas la même chose. Mais voilà, pourquoi pas. Et alors, l'autre nom qui est beaucoup cité. Dire un truc sur Limoges, c'est qu'à l'époque, de mémoire, l'étape est plus facile et le sprint, en revanche, lui, était un peu en côte sur la fin. Ouais, ça faisait quand même 240 bornes, donc il y avait un peu dans les pattes, mais c'est vrai que c'était un tout petit peu moins casse-pattes. Il y a un autre nom qui est beaucoup cité, c'est celui de Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, en fait, il est beaucoup cité. Pourquoi? Parce que c'est là où il partait en vacances avec son papy, avec Raymond Poulidor, et donc il connaît parfaitement la région aussi. Il y allait une semaine tous les ans. Il adorait y aller parce qu'il y avait plus de dénivelé que dans sa Belgique natale. Et donc, on se dit, bah, peut-être que Pays-Bas, Van Der Poel, hein. ah Sa oui, Belgique oui, natale. mais il était beaucoup en Belgique. Il disait, voilà, Ok. il allait beaucoup rouler en Belgique. C'est vrai, mais je dis Belgique natale. Je veux pas leur donner ça non plus aux Belges parce qu'ils ont déjà bien assez de talent. Mais en tout cas, on se dit peut-être que Alpecin demain, eh ben, la carte, ce sera peut-être Van Der Poel, quoi. Ouais, exactement. Il y a quelqu'un qui disait dans le chat, tu fais sauter Philipsen pour te faire finalement battre par Van Der Poel. C'est en effet une possibilité. Ah bah il est né en Euh, Belgique. Bah tu vois, je savais pas. il est bien en Belgique, bien joué. Je l'avais plus en C'était tête. dans mon inconscient. Ouais. Et en effet, c'est possible que certaines équipes s'embêtent à lâcher Philipsen pour se faire taper par Van Der Poel, oui. Mais bon, il faut le tenter quand même. Et puis Van Der Poel, il va vite au sprint évidemment. Et ça va être une des questions aussi. J'attends de voir, moi, si du côté d'Alpecin, on joue justement pour Van Der Poel, qui n'a pas encore Ouais. gagné d'étape, qui a fait une échappée qu'on n'a pas trop compris hier. Il a l'air de s'ennuyer un peu sur Tour de France. Pour l'instant, il a été cantonné à ce rôle de poisson pilote parce que sur la seule étape qui pouvait lui convenir, c'était la première à Bilbao. Il n'a pas passé la côte de Piquet avec les meilleurs. Donc, j'aimerais bien voir une étape où on joue pour Mathieu Van Der Poel, ce serait cool. Et peut-être d'ailleurs qu'il peut, dans le final, avec certains autres, s'il y a des costauds et si vraiment ça a durci, ne même pas attendre le sprint, partir en mode jouer cette étape comme une classique et partir à 20-30 km de l'arrivée. Voilà, j'ai un peu de mal à imaginer pour l'instant que ça se passe comme ça, mais si on a un début de course Mhm. assez fou avec des équipes qui réellement décident de visser, pourquoi pas. Ouais. Bon, en tout cas, vous êtes chaud sur Van Der Poel dans le chat. Ça, c'est clair et net. Vous avez beaucoup envie d'aller de le voir, aller chercher quelque chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a vu qu'il avait des fourmis dans les jambes. De toute manière, il est en forme vu ses lancements de sprint. Il est sorti sur l'étape hier. On se demandait un peu pourquoi, mais peut-être qu'il avait envie un peu de se tester. Donc pourquoi pas? On verra ça. En tout cas, il y aura aussi quelques étapes plus tard où il pourra y aller. Van Riels, bonne cote aussi, nous dit Bilal. Il y a pas mal de noms demain qui peuvent s'imposer. Donc on va suivre ça. Il y a un autre débat que je voulais aborder, les gars, c'est quand même ce qui s'est passé en termes d'échappée. Parce qu'il y a eu donc cette image-là, Simon Guglielmi qui s'est retrouvé seul devant pendant une bonne partie de l'étape. Encore une fois, un Arkea, parce qu'on avait vu Pichon sur une première étape être tout seul et un bon petit moment. Et pour ceux qui n'ont pas vu, en fait, en début d'étape, tu as Burgodo et deux autres coureurs qui étaient. C'était Oliveira et Abrahamsen de chez Uno X et Oliveira de chez Movistar, qui en fait ont décidé de se relever. Et Burgodo après a dit que c'était une consigne dans son oreillette. Et Philippe Gilbert lui dit en rigolant, en fait, débranche quoi. Mais bah, moi, ça me. Nicolas Hédé sur Twitter, l'ancien coureur, dit que c'est pas normal. J'étais complètement d'accord avec lui. Et derrière, en plus, il y a Pierre Latour qui ressort. Alors ça, c'était le pompon C'est pour ça le la pire. totale. Ça veut dire quoi? Donc, je vous mets un sondage, compréhensible, pas compréhensible. Est-ce que toi, tu le comprends? Et si tu le comprends pas, est-ce que tu as une explication à ces attitudes qui sont nouvelles, en fait, sur le tour? Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on dit à Burgodo non pour que Latour y aille après. Ça, c'est évidemment incompréhensible. Même si finalement Latour a fait un beau numéro et qu'il se fait reprendre à seulement quelques kilomètres de l'arrivée, ça je comprends pas. En revanche, que les équipes n'y aillent plus, qu'il y ait de moins en moins de coureurs intéressés et d'équipes intéressées par les échappées. Le On a sondage même est eu une parti. étape où on n'en a quasi pas eu. C'était, je crois, la troisième étape ou la quatrième, je ne sais plus, avec le petit numéro de Cosnefroy et de la place parti à 80 km.
c'est logique parce qu'en fait, ces échappées, elles sont de plus en plus vouées à l'échec. Ça ne fonctionne plus, les échappées qui vont au bout, encore moins en première semaine, mais en fait, sur les étapes de plat, ça n'arrive plus, j'ai l'impression. Surtout sur le Tour de France où une victoire d'étape, en fait, est trop prestigieuse. Il y a trop d'équipes prêtes à rouler et il y aura forcément 2-3 équipes qui sont pas prêtes à se dire non, mais on va laisser partir la victoire, aujourd'hui, on s'en fout. Ouais. Donc, pour moi, ça se comprend. Après, tu vois que c'est quand même pas une science exacte parce que Latour et Peters à 2, ils sont pas loin de faire la nique au peloton parce que ça a un peu paniqué quand même dans le final et on les reprend vraiment pas loin de l'arrivée. Le peloton était pas loin, on va dire, de la boulette. Donc, c'est bien la preuve que c'est encore possible de faire la nique au peloton. Il faut un peu de chance, il faut que le peloton se rate. Évidemment que s'il te garde à 30 secondes toute la journée ou à 1 minute toute la journée, bon, bah, ça va être compliqué. Mais là, on a bien vu que ils n'avaient pas eu un écart non plus énorme. Ils n'ont pas eu une grosse avance, les échappés. Et pourtant, ils ont failli s'en sortir. Donc, c'est la preuve qu'il y a un truc à faire et que, en fait, ce qui manque peut-être, c'est juste 2-3 bonhommes forts en plus avec la tour. Et peut-être que l'échappée d'aujourd'hui va montrer à certaines équipes que oui, il y a moyen de faire un truc en échappée et que sur les prochaines étapes, on en aura davantage. Mais jusqu'à maintenant, je comprends que les équipes sont un peu déprimées et les coureurs aussi, et n'aient pas envie de se mettre dans des échappées complètement publicitaires et anodines. Voilà, on a passé ce stade-là quand même de l'échappée publicitaire, même quand tu es une OX ou une équipe invitée sur le tour. Tu te dis, bon, on a quand même mieux à faire. Et finalement, on l'a bien vu hier avec Johansen qui va faire 3 pour une OX. Tu te dis, tout le monde a des coureurs forts. Vaut mieux mettre tes coureurs dans l'échappée le jour où il y a une chance que ça aille au bout, quoi. Ouais, après, il y a des coureurs, il y a des équipes pour lesquelles je les comprends, je vais les dire après, mais il y en a d'autres, c'est un peu moins compréhensible. Il y a un truc, c'est que, comparé à avant, les équipes ont un coureur de moins. Alors ça explique ce que ça explique, mais un coureur de moins, bon, bah, c'est aussi, quand tu as un objectif, avec une équipe dans laquelle tu as un mec qui court pour le classement général, des grimpeurs, sur une étape de plat, bon, bah, voilà, par exemple, la Movistar, tu te dis aujourd'hui qui est-ce que potentiellement ils envoient? C'est voilà, c'est peut-être une des explications. Après, t'as les points UCI, la course aux points UCI, ces équipes-là qui pourraient envoyer des mecs sur le plat, bah là, ils vont pas le faire parce qu'ils se disent, en fait, un accessi, une huitième place, ça te rapporte quelque chose. Donc, autant permettre à ton équipe de travailler autour de ce mec qui peut faire huitième. Mais la réalité, c'est qu'une équipe, par exemple, comme Total, aujourd'hui, s'ils y vont pas, s'ils comptent sur Sagan pour aller chercher des points UCI, sincèrement, Sagan, qui se débrouille tout seul et envoyer les 7 autres Surtout pour qu'il va essayer d'aller chercher chercher aucun quelque point. chose. Hein? Surtout que Sagan ne va chercher aucun point. Il Bah est à la voilà, il va ramasse chercher complète. rien du tout. Donc après, je sais pas s'il faut mettre un barème pendant ces étapes-là, avec en récompensant avec des points UCI justement, parce que c'est ce que recherchent ces équipes-là, l'équipe qui a joué le plus devant. Voilà, ça peut être aussi intéressant. Le plus de kilomètres en tête, tu files des points UCI. Pourquoi pas, tu vois? Mais il y a d'autres équipes, sincèrement, tu vois, par exemple la Bahreïn aujourd'hui. Pourquoi ils envoient pas, ils essayent pas au moins, je dis pas rien, mais un groupe de 10 coureurs devant avec un mec de la Total, la Soudal s'il continue à compter sur toute l'équipe pour Jacobsen dans le final, bah, à quoi bon? La AG2R, O'Connor et Lachey, ils peuvent envoyer du monde. Intermarché, bon, il y a Girmay, mais ils n'ont pas non plus besoin de 8 mecs autour de Girmay. La Oui, tu as raison. DSM, ils vont tout miser sur Welshford. Géronimo dit dans le Israël chat. aussi, Astana, c'est pareil, tu vois, ils n'ont pas besoin d'envoyer tous leurs coureurs pour une hypothétique. Ils ont besoin de 3-4 coureurs dans le final, mais après qu'ils envoient des mecs devant pour tenter Ouais, tu as quelque raison. chose au moins, tu vois. Il y a IF, Movistar. Géronimo dit aujourd'hui, Arkea fait les deux. En fait, ils envoient Guglielmi devant et ils font 4 au sprint avec Mozzato. Mm. C'est pas incompatible. Et oui, clairement. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on se dit, si tu dis à Total, envoyer un mec comme Latour, tu sais très bien qu'en envoyant un mec, ça sert à rien et que Latour, quand il part avec Peters, ils n'ont aucune chance, en gros. Ce qu'il faudrait, c'est que plusieurs équipes s'en rendent compte en même temps et décident d'envoyer chacune un mec et qu'on se retrouve avec 12-13 mecs devant. Allez, peut-être soyons un peu moins ambitieux, 8 mecs. Et 8 mecs, déjà, c'est pas la même histoire quand tu veux rouler. 8 mecs, ça fait aussi 8 équipes qui potentiellement derrière ne roulent pas, qui du coup ne donnent pas de relais pour faire la chasse. Ça changerait les choses. Mais en fait, tant que cette prise de conscience, elle est pas collective, individuellement, tu n'as aucune Ouais. chance. Et les échappées de 2, 3, 4 coureurs, c'est évident qu'elles n'ont aucune chance. Et c'est ça le gros Non, problème mais c'est aujourd'hui. clair. C'est C'est clair. que si tu n'arrives pas à te mettre d'accord avec quelques autres équipes pour envoyer chacune un mec devant,
Tu es voué à l'échec. Et donc, comme souvent, l'autre, tu vas voir une équipe, tu dis, bon, on va devant. Ouais, mais s'il n'y a que nous deux, on va rien faire, quoi. Mm. Ouais, c'est vrai, si on est que nous deux, on va rien faire. Bon, bah, on n'y va pas alors. Et en plus, ce qui m'énerve, c'est que c'est surtout un vœu des directeurs sportifs. Les coureurs, ils sortent en se disant on a envie de se faire plaisir, envie de se montrer, on fait le Tour de France. Et puis en fait, c'est les directeurs sportifs qui leur donnent ces ordres-là de pas y aller. Et c'est d'autant plus, ouais, c'est frustrant. En fait, c'est frustrant parce que voilà, on aime bien ce petit jeu d'échapper. Voilà, et on se dit ça peut arriver, on sait jamais. Taco Van der Horn sur certaines étapes, voilà, il a quand même régalé. Dernièrement, il y avait un autre Intermarché aussi qui l'a fait. Alors, je sais plus, je crois que c'était sur le Giro qui se fait bouffer vraiment pas loin, mais sur une étape hyper anodine. Après, voilà, c'est pas facile. Il y a pas mal de coureurs qui veulent des accessites et tout, et des potentiels podiums. Mais voilà, faut rêver. On est sur le tour et tout, et c'est un peu dommage. Donc, à voir du côté d'ASO aussi pour que ça arrive plus et potentiellement de mettre quelques règles pour permettre à. C'était Ergot sur le Dauphiné. Merci, Toff. Tu as raison. Et Rune Ergot qui avait été incroyable et qui a failli. Voilà, ça, c'est des mecs contentés. Et c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. En tout cas, voilà, je voulais un peu en parler parce que ça m'a un peu emmerdé, moi, aujourd'hui, qu'il se passe rien. Donc, on verra si demain ça sort. Il y a un final qui est peut-être un peu plus Propice, intéressant ouais. pour ces échappées-là. Donc, s'ils sortent pas demain, moi, je rentre le tablier, quoi. C'est un peu, ce serait vraiment con de ne pas sortir demain. Et puis, ouais, après, du coup, on se pose carrément la question, Boscavo, de l'intérêt de ces étapes-là, en fait, qui sont que pour les sprinters. Bon, bah, à ce moment-là, faites une étape de 100 km, quoi, tu vois. Et puis ça suffit, hein, sinon, ça sert à rien de mettre un truc avant. Voilà pour ce petit débat-là. On va sur le sprint final avec du coup la rétro Mont-Robin. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de Monsieur Rivière. Exactement. Ah, je l'ai pas sous les yeux, j'ai pas préparé, merde. Tu n'as pas préparé ton petit texte de Si, je l'ai Rivière. préparé, mais je l'ai pas ouvert. Tu vas nous parler de sa dernière victoire d'étape à Rivière, qui n'a pas connu que des belles heures dans le Tour de France, parce qu'il s'est notamment bien cassé la gueule. Mais tu vas nous raconter tout ça. Exactement. La dernière victoire de Roger Rivière, en fait, c'était sur une étape qui partait de Mont-de-Marsan. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Et bon, ça arrivait à l'époque à Pau, un peu différent donc. Bah, c'était finalement seulement quelques jours avant l'abandon de Roger Rivière sur ce Tour de France. C'était en 1960. Et l'abandon de Roger Rivière sur ce tour-là avait signifié en fait la fin de sa carrière carrément à Roger Rivière. Donc c'était même un peu plus qu'un simple abandon. Mhm. Pour resituer un peu, en 1960, Roger Rivière, pardon, c'est un des favoris du Tour de France. Certains lui en veulent encore ce qu'il a fait un an plus tôt, en fait, en 1959, où les leaders de l'équipe de France avaient été incapables de s'entendre. À l'époque, on avait Rivière, Anquetil, Bobet et Gemignani. 4 leaders pour une équipe, c'est beaucoup, même si à l'époque, il y avait beaucoup plus que 8 coureurs par équipe. Et en fait, en ne s'entendant pas, les leaders français avaient favorisé la victoire de Federico Bahamontes, qui était pourtant pas favori au départ, aux dépens du régional Henri Anglade. Je vous avais déjà raconté cette histoire pour ceux qui nous suivent depuis vraiment longtemps et qui sont attentifs au rétro. C'était Henri Anglade, un coureur qui courait dans une équipe régionale, et donc les leaders français, avec tout leur orgueil, n'avaient pas accepté qu'un coureur régional puisse aller gagner le Tour de France et avaient un peu saboté en fait Henri Anglade au profit de Bahamontes. Résultat, en 60, Roger Rivière, il est sifflé lors de certaines courses, y compris lors de la présentation des équipes du Tour de France à Lille, où est donné le grand départ. Et ce Tour 1960, il va être aussi celui des polémiques, comme en 59. Henri Anglade, donc, qui était dans une équipe régionale en 59 avec sa performance, il a gagné sa place en équipe de France, la grande équipe de France. Et en l'absence d'Anquetil, de Bobet et de Gemignani, les deux derniers, Bobet et Gemignani, pardon, se faisant un peu vieux, bah, Anglade, il est un des leaders de cette équipe de France, et encore plus quand il prend le maillot jaune à Caen. Sauf que Roger Rivière, 2 jours plus tard, à Lorient, vers Lorient, lui fait déjà un mauvais coup. Il se glisse dans une échappée avec Gastone Nencini, le leader italien, et quelques autres coureurs. Alors il y a Marcel Bidot, le sélectionneur, qui doit choisir. Soit il dit à Rivière d'arrêter de prendre des relais, et il favorise donc Henri Anglade qui est resté bloqué derrière. Ouais. Soit il dit bah vas-y, prends des relais, Roger, et finalement on sacrifie Henri Anglade. Il tranche pas vraiment Marcel Bidot ce jour-là, mais en fait ne pas trancher, ça revient à prendre le parti de Roger Rivière et à le laisser prendre des relais dans le groupe de tête. Et donc ce groupe-là, il fonce jusqu'à Lorient, où Rivière en plus bat tout le monde au sprint. Anglade arrive 14 minutes derrière, donc le tour est perdu. Il dit on a assassiné le maillot jaune, Rivière me fait perdre le tour, il n'avait pas le droit de me faire ça. Ça recommence comme l'année dernière. Vient alors après ça l'étape Mont-de-Marsan-Pau, où on avait des Ah, cols au Mont-de-Marsan. programme. Comment? Mont-de-Marsan, Oui, Mont-de-Marsan-Pau. comme aujourd'hui.
Ouais, exactement, c'est pour ça qu'on en parle. Ah, Ce jour-là, il je y avait le savais. Soulor et l'Obisque au programme. Nencini, toujours lui, le leader italien, attaque. Roger Rivière réagit, recolle dans la descente de l'Obisque. On file vers l'arrivée à Pau. Rivière s'impose encore. C'est sa 3e victoire d'étape sur le Tour, après celle de Lorient et après un chrono aussi en tout début d'épreuve. Nencini est maillot jaune et Rivière est 2e à 32 secondes. C'est le duel qui se profile. Ouais, mais du coup, il y a un petit problème, c'est que le lendemain, le programme est lourd. On a le Tourmalet, l'Aspin, en fait, bah, comme hier, sauf que vous rajoutez le Père Ressourde, et là, du coup, Roger Rivière, il a un peu de mal. Ouais, il a un début de gastro à ce moment-là. Il lâche brutalement dans le Paille-Ressourde et Nencini s'envole. Anglade, pas rancunier, il donne quand même un coup de main à Rivière pour essayer de limiter la casse. Le leader de l'équipe de France donc perd 1 minute 6 à Luchon, mais on s'inquiète parce qu'il n'est pas en forme physiquement. Le Tour a connu un tournant et finalement il va en connaître un autre définitif 2 jours plus tard. Roger Rivière il chute dans la descente du Père Juret. C'est son coéquipier Rostolan qui emmène en fait le peloton à ce moment-là. Dans la roue, il y a Rivière. Dans la roue de Rivière, il y a Nencini. Et dans un virage qui se referme, en fait, Rivière fait une erreur. Il passe au-dessus du muret. Il tombe 25 mètres plus bas. Nencini, lui, il évite la chute par miracle. Mais donc en bas, il y a, L'image, il elle y a est Rivière terrible. qui est mal en point. On voit cette photo, on a l'impression qu'il est endormi un petit peu sur un tas de feuilles. En fait, c'est un peu plus grave que ça. Sa carrière vient de s'arrêter, il ne le sait pas encore. Il est transporté à l'hôpital, il reste paralysé plusieurs jours. Ensuite, il doit réapprendre à marcher et renoncer surtout à sa carrière cycliste. Il a perdu de la motricité dans les jambes, il a des séquelles sur le plan sensitif. Et voilà, il a seulement 24 ans, il est champion de France, il est un potentiel vainqueur du Tour en puissance, il est recordman de l'heure même. C'est un rouleur exceptionnel, Roger Rivière, mais il doit raccrocher. Très vite, on va parler à cause de cet accident du dopage. Rivière semblait avoir perdu ses réflexes dans la descente du Perjuret. En plus, on va retrouver dans ses poches des cachets de palfium, un analgésique puissant. Donc, un analgésique, c'est ce qui permet de faire oublier la douleur, de ne pas sentir la douleur. Et le palfium, il en a pris beaucoup, Roger Rivière, tout au long de sa carrière, même si elle a été assez courte. Et finalement, c'est la fin d'un coureur, la fin de carrière d'un coureur difficile à comprendre, à la personnalité singulière. Et Roger Rivière, il va en fait décéder quelques années plus tard, à seulement 40 ans, d'un cancer du larynx qu'on va avoir du mal à lui soigner justement parce qu'il a pris beaucoup de palfium dans sa carrière et que c'est un peu gênant pour les Terrible. traitements qu'on aimerait lui donner. Et donc c'est une histoire tragique qui a sans doute fait passer la France à côté d'un de ses plus grands talents qui n'aura pas pu s'exprimer longtemps. Voilà. 5 étapes sur le Tour de France, Roger Rivière, et 2 aussi sur le Tour d'Espagne. Donc, Ouais. voilà. Et, Merci, Robin. Avec plaisir. Et je vous invite, si vous avez envie de poursuivre un peu l'histoire sur Roger Rivière, il y a un excellent article de Laurent Vergne d'Eurosport, ça s'appelle Les Grands Récits, qui raconte très bien tout ça. Et c'est dispo, si vous n'avez pas envie de le lire, c'est dispo en podcast et c'est même dispo sur YouTube. Ça s'appelle Les Grands Récits. Il y a un très bon livre aussi de Jean-Paul Olivier sur Roger Rivière, qu'il a connu, je crois, et qui raconte toute la carrière de Roger Rivière. Donc voilà, n'hésitez pas, parce que l'histoire de Roger Rivière est vraiment exceptionnelle. Ouais, et Robin pourrait faire la préface d'un bouquin de Jean-Paul Olivier, nous dit Boris. Mais vous n'avez pas encore Ouais, compris que c'est peut-être dans l'autre sens. Jean-Paul Olivier qui va faire la préface de Robin. C'est ça Ouais, qu'on bah, veut. Nous, généralement, c'est ça qu'on veut. tu prends le mec connu pour faire la préface d'un bouquin d'un mec moins connu. Donc, ce serait plus Roger Rivière Roger Rivière, oula, Jean-Paul Olivier qui m'aiderait en faisant la préface de mon livre que On l'inverse. l'attend en Il a tout pas besoin cas, de moi l'arrêt pour sa Robin. préface. Tac. C'est ça qu'on veut, mon Robin. Ouais, Il note peut-être ça. un jour. Et oui, écoute les éditeurs. Le cabri est compteur, exactement. On termine on termine ce débrief comme tous les soirs, enfin presque tous les soirs, avec un qui suis-je, les copains. Donc Robin contre le chat. Jusque-là, Robin, tu as trouvé 2 fois le qui suis-je. Le chat l'a trouvé une fois. Donc c'est parti pour le qui suis-je. Qui Ferme le suis-je, chat. les amis? J'ai démarré ma carrière à la Lotto Soudal comme stagiaire. Je suis passé pro là-bas. J'ai fait 2 saisons pour finalement repartir en pro team et en continental. Je me suis glissé dans 3 échappées sur la Vuelta l'année dernière. Je suis un bon rouleur. L'an dernier, j'ai terminé 3e du contre-la-montre national en Grande-Bretagne. Je suis donc Fred Wright? un Briton. Non, c'est pas Fred Wright. Je suis pourtant de retour sur le Tour de France cette saison. Je suis un bon grimpeur. J'ai terminé d'ailleurs 2e de la semaine Coppi Bartali à 16 secondes de Mauro Schmidt. Je porte actuellement le maillot de l'EF Drapac et on ne m'attendait Chaud? pas dans l'échappée hier, c'est James Shaw. Exactement, mon Robin. Malheureusement,
pour toi. Ça a été trouvé dans le chat et c'est Bien joué. Denekwood qui l'a trouvé dans le chat assez rapidement. En fait, quand j'ai dit que c'était un Britannique, Bien joué. Denek a trouvé. Donc, félicitations. Bravo, bravo. On se retrouve demain, les amis, à partir de 19h, évidemment. On se retrouve aussi sur Winamax pour regarder un peu les cotes, etc. Ce sera à partir de 10h. Et sinon, 19h, vous connaissez, vous connaissez le chemin. Roue libre 101 sur Twitch, les amis. Merci, mon Roby. Merci Joseph. Ciao. Excellente soirée à tous. Et du coup, à demain. Ciao, ciao. Gros Ciao, bisous. ciao.